État de siège après les députés nationaux, les sénateurs aussi vont soutenir financièrement les FARDC, la police et la population avec un montant de 1 500 $ américains. La quinzaine de familles a été lancée par la ministre du Genre ce samedi à l'occasion de la Journée internationale des familles. Présentation de la maquette du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando par le ministre provincial de l'Agriculture ce samedi. Le nouveau marché va répondre aux standards internationaux et va contribuer à la protection de l'environnement. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce samedi dans la mi-journée à Kinshasa pour une visite de travail auprès de son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont eu une longue entrevue en deux étapes. D'abord, en présence de leurs ministres respectifs des Affaires étrangères ainsi que d'autres membres des cabinets présidentiels et en second lieu, un tête-à-tête sans leurs collaborateurs. Selon les sources diplomatiques de deux pays, la rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de consultations ordinaires entre le président en exercice de l'Union africaine et les présidents de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC, dont les deux pays sont membres. Le Sénat apporte son soutien total à l'état de siège décrété au FARDC et aux autres forces de sécurité ainsi qu'aux populations de la partie orientale du pays. Chaque sénateur a souscrit pour contribuer avec une somme de 1 500 $ américains à prélever sur les émoluments à la source sur une période de 3 mois. Élus des élus, représentants des 26 provinces, tout en encourageant le président de la République, chef de l'État et le gouvernement dans leurs efforts à ramener la paix au pays, spécialement dans les deux provinces mentionnées, tout en soutenant nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette lutte pour la protection de nos concitoyens et de leurs biens, et pour la défense de notre nation, tout en demandant à notre peuple de faire confiance à toutes les institutions de la République et en invitant nos frères et sœurs de l'Ituri et de Nord-Kivu de dénoncer les ennemis de la paix ou les auteurs de ce drame afin de vaincre cette guerre asymétrique et mettre fin à ces attaques de terrorisme. Tout en souscrivant à l'élan de solidarité nationale, décidons de apporter notre soutien tous azimuts à l'état de siège tel que proclamé par le président de la République, chef de l'État. Soutenir l'effort de guerre par un apport financier de l'équivalent en francs congolais de 500 $ américains pour chaque sénateur. Cette contribution à prélever sur les émoluments sera retenue à la source sur une période de 3 mois pour un total de 1 500 $. Dossier Matata Pogno après la réponse des sénateurs à la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle. Le président du Sénat a fait une mise au point ce samedi au cours d'une activité scientifique au centre des Jésuites à Kinshasa où il a porté sur le fonds baptismaux l'ouvrage du professeur Mukonde. Nous étions devant une discussion, un débat juridique. Les uns disant que voilà, au moment de la commission des faits, il était Premier ministre. Et donc, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et si tel est le cas, quelle est la procédure? Puisqu'un Premier ministre, tout comme un président de la République, doivent être mis en accusation, ou bien en tout cas on doit donner l'autorisation de poursuite par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. D'autres disent, mais pour le moment, il n'est plus Premier ministre. Que faire? En tant que sénateur, il est justiciable devant la Cour de cassation.
ne serait-il pas mieux que ce soit la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation qui nous saisisse? Et en plus, on a constaté qu'on nous écrit toutes les deux chambres à la fois, donc comme si nous étions en congrès. Et donc le débat nous a amené à dire non, nous devons écrire au procureur général près la Cour constitutionnelle pour qu'il nous éclaire davantage. Mais les récupérateurs ont vite enflé en disant voilà qu'on a rejeté la demande de lever des immunités. Il n'en est pas, ce n'est pas le cas. Nous n'en sommes pas encore là. On n'est même pas encore arrivé à constituer la commission. Mais vous voyez la force des médias, surtout quand ils sont manipulés. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboto, de son côté, a accordé une audience à la représentante pays du Fonds des Nations Unies pour la population, Nathalie Kanem. Au menu, la lutte contre les violences faites à la femme. Ça a été un plaisir d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale et d'apprendre des plans en cours qui sont mis en place pour le bénéfice des femmes, des enfants et de la jeunesse. Et je suis très impressionné par la planification du recensement qui est en cours parce que l'UNFPA croit que chacun compte. Nous avons en particulier discuté des questions relatives à mettre fin à la violence basée sur le genre. Chaque femme et chaque fille doit être respectée. Et je voudrais que chaque fille de la République démocratique du Congo comprenne que leur corps leur appartient. L'UNFPA travaille pour mettre fin à la violence basée sur le genre, pour s'assurer qu'aucune femme ne meurt en donnant la vie. Et ici, je voudrais adresser un salut particulier aux sages-femmes et aux infirmières du Congo. Et nous avons aussi une compréhension de ce que être capable de choisir et de planifier le nombre de ces enfants, ça fait partie de remplir les objectifs du développement de ce beau pays. Après les affrontements des musulmans ayant causé plusieurs dégâts matériels à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Assello, a rendu visite aux victimes des échauffourées. Il ne s'est pas reposé après son bref séjour Katangé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Daniel Assello Okito, est allé consoler les victimes des affrontements entre les deux camps musulmans, faisant plusieurs dégâts matériels et physiques. Daniel Assello, après avoir pris au Conseil des ministres, a décidé de s'imprégner des réalités sur terrain. C'est une désolation pour l'ensemble de la République que de constater qu'il y a des citoyens dans cette ville, Kinshasa, des citoyens qui se permettent encore ce genre de comportement dans des dossiers qui concernent les spirituels. C'est quand même étonnant. Ici, il s'agit du spirituel. On ne peut pas comprendre que le spirituel arrive à afficher ces comportements ici. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur a pris langue avec le ministre des Sports et Loisirs, Chembon Kondé, le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, et les administrateurs du Stade des Martyrs. C'est juste avant de faire une visite guidée pour constater les dégâts causés. Constat amer. Les stigmates des affrontements encore présents au Stade des Martyrs. L'accès vitré numéro 12 du stade Kayassé est complètement détruit. Une Jeep de la police brûlée juste à l'entrée de cette bâtisse sportive. Les bilans est de 46 policiers blessés, parmi lesquels 3 officiers livrent le général Silvano Kassongo au patron de la sécurité. Certaines victimes sont gardées à l'hôpital de la police. Il fait également savoir qu'il n'y a eu aucun policier tué. Sur une visite guidée du docteur Aimé Lukulutu, médecin directeur de cet établissement sanitaire, Maître Daniel Assello et sa délégation ont rencontré ces policiers molestés, dont les vidéos sont devenues virales sur les nets dans un état agonisant. En provenance de Kisangani, le gouverneur de la province de la Chopo est arrivé à Kinshasa sur demande du nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Walelu Fungala, a échangé avec Daniel Assello au sujet de la crise interinstitutionnelle qui prévaut dans cette partie du pays.
C'est sur invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que le gouverneur de la province de l'Et-Tchopo est arrivé vendredi à Kinshasa. Au menu des échanges, la crise interinstitutionnelle qui prévaut dans cette partie de la République. Face à cette cacophonie, le VEPAM de l'Intérieur a lancé un nouveau télégramme afin de permettre le fonctionnement harmonieux de la province. Maître Walilou Fungula explique l'essence de la rencontre. Tous, notre assemblée provinciale brille par cette façon de faire. Apparemment, on a l'impression que le travail que cette assemblée sait faire le mieux, c'est de voter des motions. Alors qu'ils ont des attributions reconnues par les textes légaux et réglementaires. Et vous savez que quand il y a vote de motion comme ça, c'est la province qui est paralysée. Au lieu de focaliser l'attention sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement de la province, on paralyse les provinces par des motions inutilement. Profitant de l'occasion, le gouverneur de la province de l'Et-Tchopo a appelé la population à vaguer paisiblement à ses occupations. C'est demander à la population de rester calme, de vaquer normalement à ses occupations. Nous sommes venus répondre à l'invitation du ministère de l'Intérieur et en même temps, nous attendons l'issue du procès qui est au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous avons la ferme assurance que dans les jours à venir, tout sera réglé et nous allons regagner Kisangani. Pour rappel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sortant, avait émis un télégramme très controversé suite à des irrégularités qui prenaient acte de la motion de défiance contre le gouverneur Walilou Fungula Louis-Marie. Pourtant, il s'agissait plutôt d'une motion de censure adressée au gouvernement. L'affaire est pendante. À la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de duplicité à la tête de la province. C'est sur instruction du gouverneur de la province de l'Et-Tchopo, Walilou Fungula Louis-Marie, que l'intérim est assuré par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Tungue. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé vendredi la 3e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. L'évolution de la situation sécuritaire au pays, les bilans des récents incidents survenus au stade des Martyrs ainsi que le sujet relatif à la production des syllabus constituent le point essentiel abordé par les membres du gouvernement. Le compte rendu avec Patrick Mouyaya. Il s'est agi d'un conflit persistant et permanent de leadership entre les deux ailes dirigeantes de la communauté musulmane du Congo, Komiko. Malgré l'implication du gouverneur de la ville, à la veille de cette célébration, les deux camps n'ont pas pu s'accorder. Les bilans recueillis ce matin fait état du décès d'une dame de 81 ans à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo, subséquemment à ces tristes événements. Il a été dénombré 46 policiers blessés, dont 8 dans un état grave et 1 en soins intensifs. Ces derniers a été lynché et a essuyé des coups violents de tout genre. 11 véhicules d'intervention de la police ont été endommagés et un autre a été calciné. Les propositions attendues du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur les orientations du président de la République en rapport avec la production des syllabus et la mobilité des étudiants. Prenant la parole à ces propos, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a proposé au Conseil des ministres la réactivation de la prime de recherche pour les enseignants prévue dans le budget de l'État d'une part, et d'autre part, l'acquisition du matériel de réprographie pour toutes les universités et instituts supérieurs officiels du pays. À propos de la mobilité des étudiants, après concertation avec le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement et le directeur général de la Société publique de transport Transco, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a proposé l'octroi d'une carte sécurisée pour étudiants avec une contribution minimum leur permettant d'utiliser les bus Transco tout le long de l'année académique. Le ministre en a profité pour relancer la question de la bourse des étudiants. Le Conseil des ministres a pris acte de ces propositions et a décidé de les soumettre pour harmonisation aux ministres ayant en charge les budgets et les finances dans leurs attributions.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient d'effectuer une visite officielle dans le Grand Katanga où il a, dans son meeting, promis de pacifier cette partie du pays meurtri pendant des années. Sur ce plateau, nous avons M. Claudel Chikamba, analyste politique, avec qui nous allons décrypter son message. Bienvenue, M. Claudel Chikamba. Merci et bonsoir. Après la rupture FCC-Cash, est-ce que la mobilisation a été à la hauteur de l'Union sacrée lors du passage du président de la République à Lubumbashi? Bien entendu, la mobilisation a été parfaite. Il faut d'abord dire que c'est depuis le 11 mai dernier que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, avait lancé un appel à la mobilisation générale en tant que chef de l'exécutif provincial. Et la réponse a été très claire, la population s'est mobilisée. D'abord, vous avez, n'est-ce pas, tout le microcosme politique katangais, ou katangais, voulais-je dire, avec notamment tous les partis politiques, n'est-ce pas, qui sont réunis au sein de l'Union sacrée aujourd'hui en tant que la vision qui a été lancée par le chef de l'État et à laquelle tous ces partis politiques ont adhéré, et également toutes les forces vives de la population, les mouvements associatifs, mais également toutes les différentes corporations qui ont répondu à cet appel. Et ce qui a fait que le jour où le chef de l'État est arrivé, vous avez eu donc donc la population a salué dès l'aéroport jusqu'au point de chute le cortège du président de la République. La grande place de la Poste a été noire de monde, malgré que c'était la nuit, malgré que la procession a dû, donc de l'aéroport jusqu'à la grande place de la Poste, a duré un certain temps raisonnable qui a démontré clairement que la population était mobilisée dans tous les grands centres. Vous avez le rond-point Carrefour Texaco, vous avez le rond-point Carrefour, où également la population était nombreuse. Tout le long de l'avenue Lumumba, la population était là, jusqu'à la grande place de la Poste, où le gouverneur de province, Jacques Kiabula, a également pris la parole. La population qui lui a répondu en chœur pour démontrer qu'elle adhérait à cet appel qu'il avait lancé pour la mobilisation générale afin de réserver un accueil digne de son rang au président de la République. Monsieur Claudel, le message du chef de l'État à la place Tchoumbé était-il celui qui était attendu? Merci madame pour la question. Je voudrais d'abord ici qu'on mette fin à une polémique qui a été entretenue volontairement par certaines langues dans les réseaux sociaux. En parlant de ce message, le président de la République a parlé des sorciers. Eh bien, le président de la République n'a pas parlé des Katangais ou bien des Hauts-Katangais comme étant des sorciers. Il a qualifié de sorciers ceux qui entretiennent le mouvement insurrectionnel. Vous le savez que ces personnes, depuis les années 2002 à 2003, ont sémé la mort et la désolation dans ce qu'on a appelé le triangle de la mort. Donc le Mitwaba, Pueto ainsi que Manono. Et ces personnes qui étaient dirigées par Chinja, Gédéon, Maccabée, qui étaient des seigneurs de guerre, ont sémé la mort, ont mangé la chair humaine, ont mangé des prêtres. Et donc ces personnes aujourd'hui reviennent sous forme d'un mouvement sécessionniste qui s'appelle Bakataratanga. Et le président de la République avait raison de les qualifier véritablement de sorciers. Et donc le message du président de la République aujourd'hui n'a pas qualifié les Katangais des sorciers, les Hauts-Katangais des sorciers. Il a qualifié ces personnes-là et il les a découragés. Il a même félicité la population parce qu'elle a résisté à la manipulation qui voulait l'entraîner à soutenir. Alors maintenant, le message du président de la République, c'est d'abord, premièrement, de soutenir les efforts du gouvernement provincial qui a permis aujourd'hui de réduire sensiblement l'insécurité urbaine et qui a permis aussi de repousser toutes ces attaques de ces mouvements sécessionnistes qui ont attaqué plusieurs fois la ville de Lubumbashi au courant de l'année dernière. Et aujourd'hui, si vous posez la question à tous ceux qui habitent Lubumbashi, tous ceux qui habitent les principales villes du Haut-Katanga, c'est que l'insécurité a sensiblement diminué. Deuxième message du président de la République, c'est la gouvernance minière. La gouvernance minière aujourd'hui doit répondre à 3 impératifs, lesquels, premièrement, le pouvoir d'achat de la population doit être réellement celui qu'on attend dans les régions minières. Deuxièmement, l'emploi décent doit être réel. Et puis troisièmement, c'est quoi? Les ressources minières doivent répondre à cet impératif de pouvoir avoir de la population qui a tout simplement de l'emploi réel. Et donc, vous avez Félix Tshisekedi qui a dit réellement à la population, nous allons faire en sorte que le Haut-Katanga et le Lualaba, qui sont 2 régions qui ont des mines, qui ont une forte teneur en cuivre et en cobalt, puissent réellement faire bénéficier à la population qui habite ces 2 régions. Et Monsieur finalement, Claudel, le président de la République... Pensez-vous que le président Tshisekedi peut compter sur le gouverneur Jacques Kiabula, vous venez de le vanter tout à l'heure, pour consolider justement sa vision de développement dans le Haut-Katanga, étant donné que M. Kiabula fait partie
du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Depuis son investiture, en mai 2019, le gouverneur Roger Kaboula a démontré suffisamment qu'il adhère à la vision du président de la République qui repose sur 4 piliers, dont l'homme, à travers bien sûr le slogan qui est devenu aujourd'hui très populaire encore, le peuple d'abord. Et avec la politique qu'il avait mise en place, le gouverneur Jacques Kaboula a démontré clairement qu'il adhérait à la vision du président de la République. Bien avant même l'avènement de l'Union sacrée, à travers la sécurité alimentaire, poser la question à ceux qui sont à Lubumbashi aujourd'hui, on vous dirait que la farine de maïs aujourd'hui a baissé sensiblement. Et donc, depuis l'avènement de l'Union sacrée, à travers l'appel lancé par le président de la République de participation aux consultations nationales, Jacques Kaboula était présent. Après, Jacques Kaboula a appliqué fondamentalement toutes les recommandations des consultations nationales, lesquelles, je vais vous faciliter la tâche, madame, en vous résumant seulement ceci, que de toutes les 4 provinces du Grand Katanga, la province du Haut-Katanga est la seule avec une stabilité réelle, la paix institutionnelle est là. Le gouverneur Jacques Kaboula de toutes les 4 provinces a mis en place le gouvernement provincial de l'Union sacrée et ce gouvernement provincial de l'Union sacrée est en train de faire le travail qui est attendu par le président de la République. C'est dire donc en résumé que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peut compter sur le gouverneur Jacques Kaboula pour assumer parfaitement cette vision qui repose sur 4 piliers dont l'homme est au centre avec la vision du peuple d'abord qui est bien entendu bien exécutée dans le Haut-Katanga. Merci, M. Claudel Chikampa, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes acteur politique. C'est moi qui vous remercie, madame. Journée internationale des familles en RDC, le gouvernement a, à travers le ministère du Genre, lancé les 15 jours d'activisme de la famille. Ces journées vont permettre d'aborder les questions liées à tout ce qui déstabilise la base de la société. Les salons rouges de l'hôtel du gouvernement a servi de cadre ce samedi 15 mai 2021 à la cérémonie de célébration de la Journée internationale des familles sur initiative du ministère du Genre, Famille et Enfants. Tour à tour, les représentants du gouverneur de la ville de Kinshasa, des partenaires techniques et financiers, des ministres de PTN-TIC et de la Santé ont, dans leur mode de circonstances, relevé les caractères sacrés de la famille. Arbre de paix, les familles doivent être consolidées et protégées grâce notamment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, au-delà des retombées négatives de la pandémie de Covid-19. En République démocratique du Congo, le coronavirus a décimé plus de 750 membres des familles, d'où cet appel à multiplier la vigilance. Aux jeunes mariés qui n'ont pas pu célébrer leur mariage de façon habituelle, ou ont repoussé leur cérémonie, nous compatissons avec vous. Et si nous luttons tous ensemble en prenant les mesures appropriées, ces célébrations pourront se tenir. Le ministre du Genre, Famille et Enfants a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Pour Gisèle Ndaya Luseba, cette journée est une occasion de réfléchir sur les problèmes de la famille, base de la communauté et refuge permanent de l'homme. Avant de lancer la quinzaine de la famille, la patronne du genre et enfants a fait cet appel à la population congolaise. Je voudrais inviter toute la population congolaise en général et nos frères et sœurs de province de l'Ituri et du Nord Kivu à un soutien total de nos forces armées en cette période de l'état de siège. Je suis convaincu que l'implication des familles en cette guerre contribuera efficacement à l'éducation de cette barbarie et à la stabilisation de cette partie de la République. Pendant ces 15 jours d'activisme, plusieurs questions de la famille seront abordées. Incendie du camp Kabila, plusieurs familles sont sans abri depuis le mardi. Le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a assisté ces foyers. L'incendie qui s'est déclaré la journée du mardi 11 mai dernier au camp Kabila dans la commune de Lemba a causé d'énormes dégâts. Plusieurs familles des policiers qui vivent déjà dans des conditions difficiles ont tout perdu. Le feu a été sans pitié. Numéro 1 de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo Kitenge s'est rendu dans ce campement pour se rendre compte de la situation et réconforter les sinistrés. Le passage du commandant de la ville a effectivement réconforté les sinistrés.
En tout cas, pour les camamans, ça ne Les blessés sont pris en charge à l'hôpital du camp. Plusieurs incendies enregistrés dans ces camps en l'espace d'une année. Ce n'est pas normal. Le général Kassongo a interpellé les consciences des policiers. Nous sommes à la base de cette situation. Des raccordements illicites, nous devons respecter les normes du camp, suivre les normes, suivre les instructions du commandant du camp. S'il faut un raccordement, il y a un électricien qui connaît son travail, il faut appeler pour raccorder. Tout ça, c'est de notre faute. On a connu déjà, ça fait 3 fois qu'on a des problèmes d'incendie comme ça, c'est pas une bonne chose. Nous devons, à l'avenir, être prudents. Les conditions de vie au camp Kabila ex-Mobutu sont préoccupantes. Si les autorités compétentes n'agissent pas dans l'urgence, l'irréparable arrivera inévitablement. La République démocratique du Congo face au bradage de ressources naturelles, c'est les thèmes exploités ce samedi par Freddy Moulumba, directeur général adjoint de la RTNC, Noël Chiani, professeur et candidat malheureux à la présidentielle de 2018, et Emile Ngoy, professeur des universités. Tous intervenants à la conférence débat à tour de rôle ont proposé des pistes de solutions pour sortir les Congos de la pauvreté qui la caractérise. Un reportage de Paul Gérès Lumbu. Journalistes, politiques, étudiants, jeunes et vieux, tous concentrés, stylo et carnet en main, en train de prendre note, yeux fixés sur les informations projetées à mur. C'est ce qu'on peut apercevoir dans la salle Fatima à l'occasion de la conférence débat organisée autour du thème « La RDC face au bradage des ressources naturelles ». D'une manière hiérarchique, les intervenants sans tabou expliquaient les phases du bradage des ressources naturelles congolaises et proposaient des pistes de solutions. J'ai cherché dans l'histoire de la République à quel moment nous avons réussi à faire cette croissance. Nous sommes en face des systèmes capitalistes. Au terme des interventions, l'assistance n'a pas manqué de réagir par des questions, suggestions et propositions à l'endroit des hôtes. Et au sortir de ces assises, les intervenants ont à tour de rôle résumé ce qui a été leurs interventions. Nous avons fait le constat que la République démocratique du Congo dispose de beaucoup de ressources naturelles, des ressources minières dans tous les secteurs d'ailleurs. Mais malheureusement, l'exploitation de toutes ces ressources n'a pas donné du bonheur au peuple congolais. On s'est posé la question de savoir pourquoi. On vient de commencer à mobiliser. Ça prendra du temps, jusqu'à ce qu'on arrive à modifier, à revoir les contrats qu'on a signés, qu'on appelle contrats léonins. Et après cela, je pense qu'on pourra voir d'autres. Il y a aussi le pétrole, il y a aussi l'eau, il y a la forêt, il y a beaucoup de choses. C'est pour que la jeunesse prenne conscience, en quelque sorte. Dans nos réflexions, nous avons mieux saisi la problématique en rapport avec le bradage, la spoliation des ressources naturelles de la RDC et la jeunesse qui était là, l'élite congolaise qui sait qu'il y a des erreurs qu'il ne faut plus refaire. À retenir, cette conférence avait pour mission de sensibiliser l'opinion nationale sur la créativité et l'innovation afin de sauver la RDC de la pauvreté et du bradage des ressources naturelles. Clôture du séminaire de formation sur les normes d'exportation de produits locaux congolais vers les États-Unis d'Amérique. Cette session se veut un moyen pour permettre aux certifiés de renforcer l'économie congolaise à travers la production locale. Ce séminaire présidé par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa vient pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui consiste à faire de la RDC un Congo fort et prospère économiquement. Il vise à contribuer à la compétitivité des produits congolais sur le marché international, principalement aux États-Unis, dans le cadre de la GOA. Signalons que ce séminaire de formation sur les normes d'exportation des produits locaux congolais vers les États-Unis s'est déroulé en présence du conseiller principal du Collège Commerce international du chef de l'État. Intervenant à l'ouverture et à la clôture, le directeur général de l'Office congolais de contrôle Célestin Pierre Rissassi-Tabou a promis dans son discours un accompagnement des hommes d'affaires congolais dans toutes les étapes qui conduisent à la conformité des normes internationales. Au cours de cette session, les formateurs vous ont parlé du fonctionnement et des missions de l'Office congolais de contrôle, de la normalisation, de l'évaluation de la conformité et de leurs liens avec le commerce international. J'ose croire que vous en sortez suffisamment outillés et maintenant capable d'aborder la question du commerce international avec sérénité, en dépit du temps matériel qui m'a semblé relativement court.
Pour ce faire, 2 experts de l'ECC ont formé durant 2 jours les certifiés de la Goa. Il s'agit du directeur Gauthier Mpanga pour la première journée et du directeur Sylvain Eloko pour la 2e journée. Assurer la visibilité des lignes maritimes congolaises, c'est la finalité de la marche de santé effectuée ce samedi par les agents de cette entreprise publique. Débutée à la place de la gare jusqu'à Kitambo Magasin, cette marche, devenue désormais une tradition depuis le mois d'avril dernier au sein de cette entreprise publique, vise d'abord et avant tout à maintenir les agents en pleine forme physiquement pour relever les énormes défis que s'est assigné la nouvelle équipe dirigeante des lignes maritimes congolaises, chapeautée par Cédric Chizainga. Nous venons de fidéliser l'objectif que nous avions parce qu'il y a pratiquement 1 mois, nous avions lancé la première marche. Et nous avions dit dans cette marche que nous voulions avoir des agents forts, des agents actifs, des agents en bonne forme pour accompagner le plan de relance de notre direction générale qui est conduite par l'honorable Cédric Chizainga Kapumba et aussi avec le directeur général adjoint Jean-Claude Mukendimbia Mwenza. Voilà pourquoi ligne maritime est encore dehors parce que nous avons un grand défi, une grande vision jusque 2023. Et nous devons fort en bonne santé pour concrétiser cela. Selon la directrice des ressources humaines des lignes maritimes congolaises, plusieurs activités culturelles et sportives sont également prévues pour plus de visibilité. Nous n'allons pas seulement nous limiter à la marche, nous allons organiser aussi les nzango, nous allons organiser le football, le basketball, tout ce qu'il y a comme discipline sportive. Nous avons aussi une troupe théâtrale. Nous allons faire tout ça pour la visibilité de notre entreprise. Le directeur général des LMC, Cédric Chizainga, reste plus que jamais déterminé à relever le défi de cette société de l'État congolais pour l'intérêt de la nation. Présentation de la maquette du marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, par le ministre provincial de l'Agriculture ce samedi. Un projet du gouverneur Jean-Tini Ngobila qui a pour but de moderniser et de reconstruire ce grand marché, d'améliorer les conditions de travail des vendeurs de ce lieu des négoces et de changer l'image ternée de ce centre commercial. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, veut à travers le projet de la reconstruction du marché central offrir aux Kinois et aux générations futures un cadre assaini où les commerçants pourront exercer leurs activités commerciales dans de bonnes conditions et maximiser ainsi les recettes de la capitale. La présentation de la maquette de ce marché vient de marquer la résilience et surtout les changements dans la manière de concevoir et de voir le lieu des négoces, à en croire la coordination pour la promotion des investissements et le suivi des réalisations des projets. Aujourd'hui, le gouverneur nous a mis sur un rail pour faire des choses pour la postérité. On doit arrêter à faire des conceptions des choses à court terme parce que ce n'est pas la bonne vision, ce n'est pas ce que prône le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de vous présenter la maquette de ce que sera notre marché central de demain. Et les jours qui viennent, nous allons revenir devant vous, vous dire qu'aujourd'hui ou demain, nous lançons les travaux. Le nouveau grand marché aura une capacité d'accueil simultanément de 62 000 vendeurs avec un système d'aération inspiré du modèle iranien capable d'absorber les grosses chaleurs pendant la journée et de les évacuer la nuit tombée. Il sera doté de 4 000 carrés de marché couvert, soit 3 000 carrés de terrasses et 2 000 mètres carrés d'espace d'alimentation, des locaux supports, administration du marché, commissariat, infirmerie, local pour la sécurité et autres pièces. Écho des partis politiques, le bureau politique et les membres du comité exécutif du parti lumumbiste unifié ont donné le go des activités qui vont conduire à l'organisation de leur congrès prévu le 22 août prochain. Les préparatifs sur la tenue du congrès du parti lumumbiste unifié El Mayobo prévu le 22 août 2021 vont bon train.
En réunion ce samedi, le bureau politique et les membres du comité exécutif ont dévoilé le programme de cet événement de grande envergure. Le programme de la manifestation prévoit les matinées politiques, des mobilisations des porte-à-porte et autres activités similaires. Question de réunir tous les moyens nécessaires en vue d'assurer une bonne réussite de cette grande réunion. L'objectif du parti, consécutivement à la convocation du deuxième congrès du parti pour le 22 août 2021, a décidé de décréter une cotisation spéciale dite spéciale deuxième congrès pour faire face aux besoins d'organisation du dit forum. Il a chargé le secrétariat permanent du parti de déterminer dans une note circulaire ad hoc les modalités de mise en œuvre de la dite opération. Il s'y signale que la date du 22 août 2021 sera également marquée par la commémoration du 56e anniversaire du parti lumumbiste unifié. Au Congo central, le gouverneur de province Atumatubwana a, en compagnie du ministre provincial en charge des ressources hydrauliques Guilain Panzou, visité l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux à Matadi. Objectif, s'enquérir des raisons exactes de la pénurie d'eau que connaît ce chef-lieu depuis plusieurs semaines. C'est avec le directeur général de la Régie des eaux, Julien Massirika, comme guide, que le gouverneur de province Atumatubwana visite les installations de l'usine Fleuve, avec à ses côtés le ministre provincial en charge des ressources hydrauliques, l'ingénieur Guilain Panzou et quelques députés provinciaux. L'objectif est de s'enquérir sur les raisons de la pénurie d'eau qui frappe la ville des Matadi depuis déjà 3 mois. Selon les explications, la situation s'est réduite à la faible capacité des machines dans la distribution de l'eau à une population à forte croissance, mais aussi à la non-exécution de la deuxième partie du projet de la Banque mondiale, d'où il faut des mesures palliatives et urgentes. Les techniciens de Matadi ici nous ont fait savoir que pour essayer de pallier dans un premier temps à cette difficulté, il y a un montant que la province peut mettre à disposition de la Régie des eaux. Et nous allons examiner au niveau de la province comment mettre ces montants à disposition de la Régie des eaux pour que nos techniciens localement puissent trouver des solutions qui puissent faire en sorte qu'on puisse atténuer la situation de délestage dans la ville de Matadi. La recherche des solutions à ce problème de pénurie d'eau à Matadi figure sur la feuille de route présentée dernièrement par le ministre provincial de ressources hydrauliques aux responsables des différents secteurs de son ministère. Actuellement à Matadi, il y a délestage de l'eau au sein de notre population. Je crois que vous le savez, chaque commune a 2 à 3 jours de consommation d'eau, ce qui est anormal. Donc nous ferons un plaidoyer au niveau du pouvoir central pour que, et même nous au niveau de la province, on mettra la main dans la poche pour que nous puissions augmenter la production d'eau dans la ville de Matadi pour mettre fin au délestage. L'implication de l'exécutif provincial du Congo central va soulager tant soit peu les Matadiens. Passons au rappel des titres. État de siège, après les députés nationaux, les sénateurs aussi vont soutenir financièrement les FARDC, la police et la population avec un montant de 1 500 $ américains. La quinzaine de familles a été lancée par la ministre du Genre ce samedi à l'occasion de la Journée internationale des familles. Présentation de la maquette du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, par le ministre provincial de l'Agriculture ce samedi. Le nouveau marché va répondre aux standards internationaux et contribuer à la protection de l'environnement. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.